Il se produit un bouleversement, des changements à l'échelle planétaire. Comment cela va-t-il vous affecter, m'affecter, nous tous? Au cours de l'année écoulée, les forces armées ukrainiennes ont commencé à frapper un point très sensible de l'économie russe, et donc la capacité de la Russie à mener la guerre, le complexe énergétique. Malgré toute son adaptabilité depuis l'invasion de la Russie, l'Ukraine a également montré que, lorsqu'elle trouve une stratégie gagnante, elle a tendance à s'y tenir. Et actuellement, cette stratégie consiste à détruire le pétrole russe. D'innombrables tonnes du produit le plus précieux de la Russie ont déjà brûlé à cause des attaques ukrainiennes visant raffineries, entrepôts, stations de pompage et autres cibles liées au pétrole russe. L'Ukraine vient de recommencer, c'est la 3e attaque sur une plateforme pétrolière. L'Ukraine a frappé la Russie là où elle s'y attendait le moins, ses plateformes pétrolières en mer Caspienne. Peut-être que si cela s'était limité à ça, mais en réalité ce n'est que le début. Le secteur énergétique russe, et donc la moitié des revenus des Russes, dépend de la capacité de la Russie à contourner les sanctions et, avec un certain nombre de régimes anti-américains, à exporter chaque jour des millions de barils de pétrole vers la Chine et l'Inde. Le vrai problème, c'est que Poutine et, en général, les nains du Kremlin ont décidé qu'ils étaient les bêtes les plus féroces de la forêt, et ils ont transformé un allié potentiel, les États-Unis d'Amérique, en un adversaire peu amical. Je dirais ceci. Les États-Unis ont la capacité et la force d'écraser ceux avec qui ils ne se sont pas entendus ou liés d'amitié. Ainsi, les principaux alliés de la Russie, le Venezuela et l'Iran, occupent une position similaire à celle de l'Irak affaibli. Tout cela peut encore arriver. Bien sûr, tout peut changer, le destin des pays peut basculer en un instant, mais il semble fort probable que dans les deux cas, ce seront des forces pro-américaines qui prendront le pouvoir. Et non seulement le commerce du pétrole passera de l'ombre à la légalité, mais il deviendra aussi pro-américain au lieu d'être pro-russe ou orienté vers la Russie. Et le pétrole deviendra, comme l'a dit Trump, sous ma direction à moi, Trump. Je pense que les rusés Poutine et Lavrov, ainsi que quelques autres têtes de bœuf et faces de mouton du cercle rapproché de Poutine, sont actuellement dans un état de syphilis apoplectique des voies respiratoires supérieures. Et à cause de cette bêtise qu'ils ont commise, en essayant de jouer les malins à propos de leur soi-disant désir de mettre fin à la guerre en Ukraine, et de coopérer avec l'Amérique contre la Chine, Et ils ricanaient à propos des idiots. Mais qui sont ces idiots? Trump, Rubio, Witkoff, bien sûr, oui, qu'ils manipulaient, pensaient-ils, comme ils voulaient. Maintenant, ils ne rient plus, mais ils ne gloussent non plus. Au moins, surtout celui-là, celui dont il n'y a nulle part où fuir. Oui, il faudra, comme on dit, mourir au Kremlin et y reposer dans un cercueil, grand ou petit, Dieu seul le sait. Et ne pas mourir d'une balle ennemie, mais peut-être pendu ou empoisonné au Novichok soviétique. De telles erreurs ne sont pas pardonnées aux tyrans. Eh bien, ne spéculons pas, peut-être que ce n'est plus le même Poutine qui traînait dans les halls à Saint-Pétersbourg, mais une personne différente, très intelligente, gentille, belle, honnête et compatissante. Moldea Terminal a donné à Jena 50. En Europe, chacun est allé pour Haddenseen. Le discours précise que le système de surveillance FIRMS de la National Aeronautics and Space Administration qui suit les incendies via satellite n'a détecté aucun feu sur les 3 sites touchés par l'Ukraine. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de dégâts. Au lieu de cela, cela suggère que l'Ukraine a frappé les composants structurels des 3 plateformes, et non les parties des stations qui pouvaient contenir des réserves de pétrole ou de gaz. Ces 3 plateformes s'appellent les plateformes Filanovsky, Valery Greifer et Yuri Korchagin. L'état-major ukrainien a confirmé les frappes sur les 3 plateformes. L'état-major général a annoncé sur Telegram des mesures pour réduire le potentiel militaire et économique de l'agresseur.
Des unités de défense ukrainiennes ont frappé 3 plateformes de forage Lukoil en mer Caspienne, dont les plateformes V.O. Filanovsky, Yuri Korchagin et Valery Greifer. Ces installations servent à soutenir l'armée d'occupation russe et ont été ciblées à plusieurs reprises. C'est ce que l'Ukraine fait clairement comprendre à Vladimir Poutine. Ces géants du forage pétrolier, qu'il considérait comme sûrs en mer Caspienne, se sont révélés ne pas l'être du tout. L'Ukraine les frappe encore et encore, montrant que la Russie n'a pas de réponse. Pour stopper les drones aux trajectoires précises visant les plateformes pétrolières, essentielles au financement militaire de Vladimir Poutine pour la guerre en Ukraine. Nous expliquerons plus tard pourquoi ces plateformes sont importantes. Autre point, la frappe ukrainienne sur la mer Caspienne faisait partie d'une série d'attaques cette nuit-là sur de nombreuses cibles. Je répète que la dépendance du pays aux drones d'attaque longue portée et à leur capacité a fortement augmenté d'ici 2026. La Russie a perdu la capacité d'arrêter les drones ukrainiens, et, tout comme Israël, domine le ciel de l'Iran. Ainsi, de plus en plus, le ciel de la Russie s'ouvre à l'Ukraine. Cela en soi était déjà frappant. Par exemple, moi, comment est-ce possible? C'est ça le plus important. Eh bien, après Vladimir Poutine, ce que la Russie a de plus important, c'est le pétrole, et il n'est pas protégé. Est-ce que cela signifie que la Fédération de Russie n'est déjà plus capable de produire de l'équipement à la fois pour attaquer en Ukraine et pour défendre son propre territoire? Cela ouvre à l'Ukraine des opportunités séduisantes et des perspectives militaires pour frapper partout où l'Ukraine trouvera donc Vladimir Vladimirovitch, ses généraux et surtout ses oligarques. Ce sont précisément eux qui doivent sentir que leur vie est en danger, c'est leur vérité. Donc j'ai bien peur que les oligarques ukrainiens, qui sont comme des jumeaux monozygotes, soient en fait les frères jumeaux des bandits russes. Ils ne pourront pas régler leurs comptes avec leurs partenaires ou compagnons de beuverie là-bas. La défense antiaérienne russe devrait pouvoir contrer les drones ukrainiens avant qu'ils n'atteignent les plateformes pétrolières. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Des frappes comme celle confirmée contre le Buk M3 russe le 11 janvier illustrent cela. La défense antiaérienne russe a été épuisée durant la guerre. La Russie a perdu des milliers de systèmes antiaériens, selon le ministère des Finances ukrainien. Le Buk M3 détruit lors de la dernière attaque ukrainienne en mer Caspienne a été ajouté à ce chiffre. Une telle ampleur de perte a créé une situation où d'innombrables failles sont apparues dans la défense antiaérienne russe. La Nouvelle Voix de l'Ukraine avait déjà signalé ce problème en novembre 2025, indiquant que la plupart des défenses antiaériennes russes étaient regroupées à Moscou ou sur la ligne de front, laissant peu de moyens pour protéger le reste du vaste territoire national. La publication a cité Andriy Kovalenko, chef du centre de lutte contre la désinformation ukrainien, affirmant que la plupart des Russes du pays ne sont pas protégés par Poutine malgré ses promesses de sécurité. Kovalenko précise que la Russie manque de plusieurs systèmes majeurs de défense aérienne, comme les S-300, S-400 et Pantsir. Cela signifie que l'Ukraine peut exploiter le manque de défense aérienne de la Russie pour lancer facilement des drones en profondeur sur son territoire, si elle parvient à franchir le front et les zones occupées de l'Ukraine, où la Russie a concentré la majeure partie de sa défense aérienne. Est-ce possible que cela ait eu lieu le 11 janvier? L'Ukraine a abattu un Buk M3 alors qu'elle attaquait aussi 3 plateformes pétrolières russes en mer Caspienne. Bien que ce soit une supposition, il se peut qu'il n'ait pas été nécessaire de frapper plus fort la défense aérienne russe que lors de l'attaque du 31 décembre contre la plateforme en mer Caspienne. Dans la vidéo, l'Ukraine a attaqué la plateforme avec des drones semblables à ceux employés sur la ligne de front. L'Ukraine a sans doute transporté ses drones près de la cible par navire avant l'attaque. Cela aurait aussi pu se produire le 11 janvier. Les forces spéciales ont diffusé sur X une vidéo de 50 secondes montrant leur attaque. La vidéo présente la vue de drones ciblant des plateformes pétrolières. Il n'est pas clair s'il s'agissait de drones lancés depuis des navires ou de drones longue portée ayant traversé le territoire ukrainien et russe pour atteindre leur cible. Au final, cela n'a pas vraiment d'importance. Il semble qu'à l'instar d'Israël, qui a organisé une usine de fabrication de drones sur le territoire iranien, l'Ukraine a créé la sienne, au moins un atelier d'assemblage, et a envoyé des opérateurs de drones. Donc il s'agit d'arriver, disons, jusqu'à la mer Caspienne, de décharger ces pièces la nuit, d'assembler les drones à partir de voitures ou de bateaux, puis de faire exploser tranquillement les plateformes là-bas.
Je ne sais pas, celle que Moscou jugeait trop loin du front. Mais aujourd'hui, messieurs, il n'y a plus de trop loin. Tout est soit proche, soit accessible, ou bien on peut s'en approcher facilement. Jennifer, le 13 janvier, des événements majeurs surviennent d'Iran. Comme nous le savons maintenant, la Russie essaie d'inonder l'Iran d'armes lourdes. Émeutes ou protestations, la révolte contre le régime et la violence persistent. Le nombre de morts serait entre 10 000 et 20 000 selon certains rapports, tandis que les Iraniens parlent de seulement 2 000. Trump continue de faire de nouvelles déclarations et il semble qu'une frappe aérienne américaine puisse avoir lieu à tout moment. Comme nous en étions sûrs, la Russie fera tout son possible pour envoyer en Iran tout ce qu'elle peut, y compris des armes de destruction massive, afin de sauver ceux qu'elle peut sauver. Car ce sont leurs favoris qu'ils comptent sauver. Qui d'autre alors ? Nous sommes chez nous. Une réunion sur l'Iran se tient actuellement. Nous ignorons quand et comment les États-Unis pourraient la frapper, mais nous le savons. Les États-Unis et plusieurs pays européens, dont la France, demandent à leurs citoyens de quitter l'Iran avant les bombardements. Une fois les bombardements commencés, tout sera possible et les États-Unis pensent que les citoyens américains risquent de devenir des cibles de représailles. Dans la vidéo précédente, j'ai évoqué les mystérieux Samayazov russes survolant l'Iran en continu avec une cargaison inconnue, probablement des armes. J'ai affirmé qu'ils transportaient des armes. Je pense qu'ils essaient d'armer le régime dans une dernière tentative désespérée, comme ils ont armé le régime d'Assad, mais l'Iran est évidemment un régime plus puissant et enraciné que le régime syrien, n'est-ce pas? Nous avons maintenant la réponse, selon Politico. Des journalistes pro-régime iraniens ont rapporté que Moscou avait récemment livré à l'Iran des blindés Spartak et des hélicoptères d'attaque russes. Ces équipements serviraient à disperser les manifestants, selon Nikita Smogen, expert des relations russo-iraniennes à la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Les Iraniens le savent, si la situation empire, la Russie se retirera comme avec Bachar el-Assad, évoquant la chute du régime du dictateur syrien en 2024 et son exil en Russie, et non tout à fait 42. Trump n'est évidemment pas resté à l'écart. Chacun sait que la Syrie, l'Iran et le Venezuela ne sont que des pions là-bas. Dans la redistribution géopolitique du monde, nous sommes entrés dans une période de bouleversement planétaire. Les États-Unis éliminent tout ce qui ne leur plaît pas dans l'espace. Mais je ne sais pas, il y a environ 2000 miles autour de nos frontières. Nous ne voulons pas de cartels dans cette zone, nous ne voulons pas de drogue, nous ne voulons pas de l'influence de l'Iran, de la Russie et de la Chine, nous ne voulons pas de missiles étrangers et nous ne voulons pas non plus de socialisme. D'ailleurs, oui, je pense même que nous ne voulons pas du socialisme encore plus que des missiles étrangers. Deuxièmement, ce que nous voulons maintenant, c'est qu'au Japon d'un côté et de l'autre côté, les sunnites. Israël, le nouvel Iran. Je pense qu'une telle alliance s'organisera assez rapidement. Ils s'entoureraient d'un mur similaire, d'une sorte de couche intermédiaire. Nous pensons que la Chine, l'Inde, la Russie et la Turquie se partageront le reste du monde. Peut-être que quelqu'un d'autre émergera, je ne sais pas, peut-être en Afrique, ils se battront entre eux, ou quelqu'un en Afrique, mais pour l'instant, personne n'émerge en Afrique. Et en général, cela préoccupe un peu moins les Américains, du moins Donald Trump et son cabinet. Nous pensons que l'Union européenne va s'effondrer et que des parties seront peut-être conquises par la Chine, la Russie, la Turquie ou les musulmans. Ou peut-être que chacun recevra, je ne sais pas, une part égale, ou peut-être une part inégale, ou peut-être qu'ils trouveront un accord d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Dieu a dit un jour, « Bats-toi et alors je t'aiderai ». Telochem ve ezorecha. C'est justement dans cette langue-là, oui, non seulement celle que parlait, mais aussi celle dans laquelle pensait ma grand-mère. Donc, il semble que l'Europe ait décidé de ne pas se battre, ce qui signifie qu'elle sera conquise par ses voisins les plus puissants ou par ses adversaires les plus forts. Celui qui arrivera le premier, ce sera lui qui prendra le contrôle. C'est leur choix, celui de l'Europe, pas le nôtre. Nous n'avons pas le droit ni la possibilité de les empêcher ou de les aider à mettre fin à leur vie par suicide. Absolument pas. Ce qui arrivera à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, nous ne le savons pas. Mais ce n'est pas non plus notre affaire. C'est-à-dire qu'ils parlent en quelque sorte la même langue, mais ils pensent parfois très différemment. Pas comme nous. Et c'est entièrement leur affaire. Ce n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas des gendarmes. Nous ne sommes pas des esclaves d'esclaves. Cela veut dire, messieurs, nous ne sommes pas des gendarmes. Ce n'est pas à nous de l'être. Devenez gendarmes vous-même.
Là-bas, dans cette région où la Chine sera la principale, qu'elle soit le gendarme là-bas ou c'est la Russie, que ce soit la Russie, là où il y a les forces unies, disons des Perses, des Sunnites et d'Israël, qu'ils restent là-bas comme ils le souhaitent et ainsi de suite, dans leur partie du monde. J'ai déjà expliqué ce que cela signifie. Nous allons construire une société libre, donc qu'est-ce que cela veut dire? Le capitalisme, l'individualisme. Là-bas, Mamdani, excusez-moi, c'est comme un renvoi. C'est bien que les jeunes voient ce qu'est le communofascisme, peu importe comment ils l'appellent, c'est du communofascisme. Chaque génération doit apprendre par sa propre expérience. Dieu merci, tout le pays ne va pas souffrir. C'est comme une bonne vaccination. New York sera touché et nous aussi, mais avec un peu de chance, nous gagnerons des anticorps. Nous allons instaurer une économie dite de marché et, si nous y parvenons, eh bien nous en finirons avec la démocratie politique, qui ne nous plaît pas vraiment, et nous allons tout réorganiser vers quelque chose de plus juste et durable. C'est pour après-demain, je ne veux pas en parler maintenant. À ce propos, chaque dimanche à 10h, je fais une lecture sur ce qui peut remplacer la démocratie politique. Connectez-vous, c'est toujours intéressant. Et en plus, nous avons une chaîne séparée qui s'appelle Feuille de route vers la liberté. Là-bas, j'ai déjà enregistré environ 130 à 140 vidéos de 10 minutes en russe et en anglais. Si vous vous abonnez, c'est totalement gratuit, vous recevrez mon livre. Et l'année dernière, nous le donnions gratuitement. Encore capitalisme sans teint. Et maintenant, il y a un roman d'aventure qui s'appelle À la recherche. En attendant l'année, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Vraiment pas moi, je vous le garantis. Dans À la recherche de You, on a voulu emprunter le titre. Ce n'est donc pas En attendant l'année, mais À la recherche de You. C'est mon roman d'aventure. Je l'ai écrite en anglais, elle a été traduite en russe et on peut la télécharger gratuitement en russe à tout moment. Après votre inscription, vous commencez à recevoir, une fois par jour si je ne me trompe pas, gratuitement aussi, ces séminaires de 10 minutes, vous pouvez commencer votre journée avec eux, comme on dit. Ça lave vraiment bien le cerveau. D'autant plus que tout cela est présenté de manière légère, aventureuse, en somme, disons, sous cette forme. Eh bien, le premier, disons, récit est carrément une aventure. Ah, d'ailleurs, il y a eu plein de bons retours à son sujet. Rudy Giuliani a écrit de bonnes choses, Sarah Palin, si vous vous souvenez d'elle aussi, ainsi que Marsha Blackburn, et beaucoup d'autres personnes agréables. Ils ont, en général, fait des retours très positifs sur ce livre. Oui, alors, quoi d'autre maintenant? Nous essayons simplement de nettoyer autour de l'Amérique. Vous pouvez trouver cela horrible ou merveilleux, ou être d'accord ou non. Mais nous nettoyons, nous créons une sorte de zone neutre et nous en chassons tous les bandits, les maniaques du pétrole, les courtiers véreux, les trafiquants de drogue et tous les ennemis de l'Amérique. Il dit social. À la date du 13 janvier, c'est-à-dire le jour où vous regardez ceci, patriotes iraniens, protestez, reprenez vos institutions, retenez les noms des criminels, ils paieront. J'ai annulé toutes les rencontres avec les responsables iraniens tant que le meurtre des manifestants continue. L'aide arrive déjà, amiga. Rendons à l'Iran sa grandeur, président Donald J. Trump. Encore une fois, président Trump, nous sommes au bord du gouffre. Nous risquons la guerre avec l'Iran. Des livraisons d'armes en provenance de Russie, ou plutôt peut-être pas des armes, mais tous ces équipements comme des véhicules blindés, des hélicoptères et autres. Elles ont eu l'effet complètement inverse. Nous, l'Amérique, en voulant aider l'Iran, avons informé les Iraniens, a déclaré Trump. D'ailleurs, ça m'en compte si le corps des gardiens et le Hezbollah tirement sur les manifestants, je l'ignore. Selon des chiffres non officiels, environ 12 000 personnes auraient été tuées. En général, le peuple ne pardonne pas cela, ils seront tous déchirés là-bas. Le corps des gardiens, la révolution islamique et le Hezbollah ont tiré sur les manifestants, alors qu'environ 50 000 militaires de l'armée régulière sont différents. Tout le monde est déjà passé du côté, ils considèrent donc que c'est du côté du Shah, donc en conséquence, le Shah est avec le peuple. Donc le Shah, le peuple, le Shah et le peuple sont unis dans ce cas. Je me dirige maintenant vers la Maison-Blanche. Nous allons examiner toute la situation qui se passe en Iran. C'est une mauvaise situation et le Minnesota devra s'occuper de lui-même un moment. Nous avons là-bas d'énormes vols et fraudes parce que vous avez un gouverneur incompétent, extrêmement incompétent et en plus corrompu.
Nous allons régler cela. L'Iran me préoccupe face à cette destruction. Nous pensons avoir besoin de données précises. Je l'aurai dans 20 minutes, nous aurons des données précises sur ce qui se passe avec les meurtres. L'ampleur des meurtres semble importante, mais nous ne savons pas encore avec certitude. Je le saurai dans 20 minutes. Le jour de la décision concernant l'Iran est mardi 13 janvier. Aujourd'hui, le président Trump devrait recevoir un rapport sur les options américaines face à l'Iran, alors que les manifestations meurtrières s'intensifient. L'une des choses qu'il a faites, c'est frapper le régime et ceux qui font affaire avec lui au portefeuille avec un énorme tarif de 25. Nous accueillons le chroniqueur de Fox News et ex-secrétaire d'État sous Trump, Mike Pompeo. Heureux de vous voir, monsieur le secrétaire d'État. Alors, quelles sont les options réalistes qui sont actuellement sur la table et que l'administration Trump examine en ce moment? Bonjour Charlie. Ils ont de nombreuses options, certaines déjà en place, d'autres informatives. Nous soutenons le peuple iranien et affirmons notre appui. Cela a déjà modifié la situation et accru le risque pour le régime. Dans cette gamme, il y aura certainement des efforts cybernétiques, c'est-à-dire des efforts pour priver le régime de la possibilité de communiquer et essayer d'aider le peuple iranien à communiquer entre eux. C'est-à-dire deux alternatives. Vous savez, j'ai entendu comment il parlait de Starlink. Il est essentiel que les manifestants de ce pays de 80 millions d'habitants puissent communiquer et rester unis contre ce régime qui a détruit leur mode de vie. Cela s'étend aux actions cinétiques. Le président a déclaré que s'il tue beaucoup de gens, il prendra des mesures plus strictes, comme l'opération Marteau de minuit. Il ne fait aucun doute que des centaines d'Iraniens ont été tués maintenant, donc je pense qu'ils ont probablement franchi la ligne fixée par le président Trump. Le programme de missiles balistiques serait une cible pour le corps des gardiens de la révolution islamique, qui ne chercherait sans doute pas à contrôler le pays si l'ayatollah fuyait. Il était l'ennemi juré des États-Unis, tentant pendant des années d'assassiner le président et d'autres. De nombreuses alternatives existent pour l'administration et le président paraît déterminé à offrir une vie meilleure au peuple iranien. Le Kremlin analyse attentivement l'usage de la force par l'Iran et les restrictions Internet pour son apprentissage stratégique. Les photos montrent des véhicules blindés russes, Spartak, et des hélicoptères d'attaque Mi-28 arrivant pour soutenir les forces de sécurité iraniennes. Les experts précisent que cet équipement vise une rébellion armée, pas les manifestations actuelles. Dès le début, les manifestations se sont radicalisées. Les manifestants ont attaqué la police, incendié des bâtiments gouvernementaux et lancé des cocktails Molotov. Le soutien de la Russie démontre un appui stratégique réfléchi sans aucune intervention directe, tirant des leçons de la situation au Venezuela, en Syrie et des troubles passés en Iran. Parlons maintenant de la façon dont tout cela va affecter l'axe du mal, ou l'axe de l'anti-américanisme et de l'anti-impérialisme. Et il y a aussi la Chine, la Russie, l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, Cuba, qui d'autre? 10 jours après l'audacieuse opération américaine pour capturer Nicolás Maduro au Mexique, la poussière retombe. Des questions clés demeurent. Quel impact ces événements ont-ils sur les intérêts de la Chine, de la Russie et de l'Iran? Quelles leçons les dirigeants tirent-ils de l'opération Détermination absolue et comment cela influence-t-il l'équilibre des forces dans l'hémisphère occidental? Je suis votre présentateur, Will Todman. Bienvenue à la première diffusion en direct de State of Play. La doctrine Trump vise à réaffirmer la suprématie des États-Unis dans l'hémisphère occidental. C'était exactement le texte qui figurait en tête de la section sur l'hémisphère occidental dans le document sur la stratégie de sécurité nationale et au Conseil de sécurité nationale. Environ 4 pages lui étaient consacrées, bien plus que d'habitude. Nous, spécialistes de l'Amérique latine, n'avions généralement qu'une page sur l'hémisphère occidental. Cette fois, il y en avait 4. Et je pense que cela témoigne du sérieux de l'administration à réorienter de manière significative son attention vers les hémisphères. Et pour conclure, comme le souligne le rapport, l'administration sera très attentive et préoccupée par la propriété étrangère, l'accès et l'exploitation des actifs stratégiquement importants. Il peut s'agir d'infrastructures physiques comme des ports, d'infrastructures spatiales soutenues par la Chine dans la région ou de sites géographiques stratégiques, comme le Venezuela qui possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Donc c'est une idée assez large, le principe de Trump. Cela a, je pense, aidé cette administration à marquer un tournant pour notre région.
Je pense qu'auparavant, c'était des relations importantes pour la Chine dans l'hémisphère occidental, des relations basées sur le pétrole, et avec le temps, elles deviennent, à mon avis, de plus en plus décevantes pour les Chinois. Pour un autre événement, j'ai parcouru une sorte de discours académique chinois, j'ai étudié leur groupe de réflexion, leurs commentaires sur les relations sino-vénézuéliennes. On observe une vraie frustration. Pourquoi êtes-vous si mauvais en autoritarisme? On pourrait mieux faire, non? Je pense que la Chine visait un partenariat bien plus large avec le Venezuela. Mais au lieu de cela, je veux dire que les investissements chinois ont rapporté un rendement très, très limité. Le Venezuela doit toujours à la Chine environ 10 à 12 milliards de dollars. Donc ce n'est pas énorme, mais c'est significatif. 10 à 12 milliards, ce n'est pas énorme, mais c'est significatif. La Chine a investi de l'argent au Venezuela et le Venezuela, cet argent, l'a détourné. Encore et encore. Je dirais que pour la Russie, le Venezuela était un symbole de statut, n'est-ce pas? C'est une tentative soviétique de créer un État client, même si cette fois ils sont moins liés idéologiquement, mais ces dictateurs s'unissent internationalement. C'est certainement ce à quoi la Russie aspire, et en ce sens, la présence du Venezuela juste aux frontières des États-Unis était un symbole géopolitique fort montrant que la Russie est toujours présente et capable de projeter une certaine puissance face aux États-Unis. Mais en réalité, le Venezuela a été un important bénéficiaire des crédits russes, de la coopération dans le secteur pétrolier, ainsi que des armes russes, qui d'ailleurs n'ont pas répondu aux attentes. Cela fait largement débat dans les médias. Les systèmes de défense anti-aérienne russes n'ont abattu aucun avion américain. Globalement, c'est un manque, mais c'est surtout une question de statut plutôt que d'importance réelle. Ce que je dirais, c'est que ce n'est évidemment pas la première fois depuis le début de la guerre en 2022 que nous voyons la Russie, en fait, refuser ou exprimer une préoccupation sérieuse. Lorsque l'un de ses alliés, ou du moins des partenaires géopolitiques, partenaires ou alliés sont en difficulté. Que ce soit l'Iran, que ce soit la Syrie au début, où Assad était pratiquement sur le point de tomber sans l'aide russe, et dans une certaine mesure, on peut dire que c'est aussi le cas de l'Arménie. La Russie est clairement isolée en Ukraine, elle ne peut pas aider ses alliés et c'est son choix. D'accord. Les relations entre la Chine et la Russie représentent quelque chose de très profond, où nous observons un degré incroyable d'intégration dans le domaine économique, mais aussi du point de vue de la base militaro-industrielle des deux pays. Je pense que c'est une évolution géopolitique très profonde. Mais si l'on considère le concept plus large de Kring, ces 4 pays qui unissent les adversaires, je suis d'accord avec Ryan et j'irai même plus loin en disant que, je pense, nous pouvons conclure avec suffisamment de raisons que l'une des limites de l'alliance rivale de Krincy est qu'aucun de ces pays ne prendra le risque d'une confrontation sérieuse avec les États-Unis pour un autre. Peut-être à l'exception du duo Chine-Russie. Mais vous savez, ces pays coopèrent volontiers lorsque cela est mutuellement bénéfique, lorsque cela sert leurs intérêts communs. Et dès que ce n'est plus le cas, on constate beaucoup de réticence à prendre des risques. Ce n'est pas une alliance comme avec les États-Unis, mais quelque chose de plus circonstanciel, limité aux intérêts immédiats. Et je pense Le scénario au Venezuela l'illustre encore une fois. Que tous ces experts disent qu'aucun des pays nommés n'ira défendre l'autre si cela implique une confrontation avec les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a apparemment bien évalué l'équilibre des forces et les engagements des membres de l'alliance anti-américaine, rappelant l'alliance de Budapest où ils ont signé un mémorandum. Donc, si on vous attaque, je jure que j'en parlerai ouvertement et fort. Recep Tayyip Erdogan a aussi affirmé s'opposer fermement à ce que les États-Unis et les Juifs bombardent l'Iran et interviennent dans l'islamisme. Mais je suis presque sûr que la Turquie accueillera très rapidement le Shah Pahlavi. Donc, quand et si jamais il revient à Téhéran. Alors, le point faible de Vladimir Poutine, eh bien sûr, c'est le pétrole, mesdames et messieurs. Son point faible, c'est le manque de pétrole ou l'absence de pétrole, ou si le pétrole non autorisé disparaît, ou si le prix du baril tombe en dessous de 50 $. C'est un problème pour la Russie, comme le furent ceux de la flotte fantôme. Mais pour la Chine, c'est tout le contraire. Pour la Chine, un baril de pétrole à moins de 50 $, c'est une bonne chose.
Autrement dit, le même prix que pour le pétrole non sanctionné. Les États-Unis saisissent désormais ces pétroliers et ont détourné 50 millions de barils devant la Chine, pendant que l'Ukraine détruit régulièrement des plateformes et usines russes. Là-bas, il y a des risques, pas ici. Les relations avec les États-Unis restent inchangées. Voilà le problème. Oh, les Chinois vont vendre la Russie. Et à moins que Poutine ne promette bien sûr de louer la Sibérie pour 999 ans, pas gratuitement, non mais pour, disons, 7 $ et 14 cents pour la Sibérie. Qu'est-ce que Poutine peut encore promettre? Il peut promettre un baiser brûlant sur le postérieur chinois. Je pense que le tableau à l'huile s'est peint tout seul, comme on dit, nous ne l'avons même pas peint, nous l'avons juste regardé et décrit. Et partagez avec vos amis, car plus vous partagez, plus vous avez d'amis et de personnes partageant vos idées. Poutine a encore des points faibles, bien sûr, par exemple tout son entourage est son point faible, Medvedev, un point faible, Shoigu, un point faible. Toutes les académies des oligarques sont un point faible de Poutine. Toutes les bigotes dans les églises, tous les membres du clergé, ces points faibles sont aussi les Géorgiens. Un autre point faible, c'est presque tous les Biélorusses, sauf ce Batka, qui est un point très faible de Poutine. La plupart des Moldaves, Arméniens, Azerbaïdjanais, ainsi que tous les Tchétchènes, Ingouches et probablement maintenant les Bouriates. L'armée, la flotte, les mères de soldats, les soldats, officiers et réservistes représentent tous un point faible pour Poutine. Les invalides, la plupart des enseignants de lycée, facteurs, dresseurs de cirque, conducteurs de tramway, chauffeurs de camions et de trains express, sont sans doute un point faible de Poutine. Et aussi les gynécologues de plus de 50 ans, ainsi que les gynécologues de moins de 50 ans, et aussi les dentistes, tout cela est un point faible de Poutine. Je suis fatigué, j'arrête de les citer ici. Je dirais seulement que presque toutes les femmes au foyer, sauf peut-être une, sont un point fort de Poutine. Bon, mesdames et messieurs, donc tous les autres qui restent, disons que pour Poutine, ce n'est pas un problème. C'est tout pour aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, j'espère à nouveau des rencontres joyeuses.